Bon, ben merci à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir. On savait qu'il y aurait du monde, mais là, franchement, on est vraiment hyper contents. Donc, désolé pour les petits ajustements et rajouts de chaises. J'espère que tout le monde est bien installé. Désolé pour les poteaux aussi au milieu qui vont cacher la vue parfois de toutes les photos que vous montrera Célia. Mais ça devrait quand même aller. Donc, on est très très heureux de recevoir ce soir Célia Izoard. Vous avez déjà tous lu les petits papiers, mais on peut le redire. Hein. Donc, chercheuse indépendante, philosophe et journaliste, qui a mené une énorme enquête sur la ruée minière au XXIe siècle, qui est très occupée, mais qui a quand même accepté de venir nous rencontrer tous ce soir, tant l'actualité ici est bouillante avec ces nouveaux permis, ces extensions de permis, etc. Ça, StopMine va vous en parler dans 2 secondes. Donc moi, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Cette soirée, elle est organisée donc par la librairie des Oiseaux Livres et par l'association StopMine. À la fin de la présentation de Célia, vous aurez un stand de livres où vous pourrez trouver le sien et puis d'autres pour aller sur d'autres branches de la thématique. Donc je passe le micro à Myriam. Ah oui, pardon, à la fin de la présentation de Célia, il y aura bien évidemment un temps d'échange où on vous fera passer le micro pour répondre à vos questions ou à écouter vos remarques. Donc à Myriam pour StopMine. Donc bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Donc je représente ici l'association StopMine 8724 qui co-organise cet événement. On a environ entre 250 et 300 adhérents et on milite contre les projets, enfin les permis de recherche actuels qui sont au nombre de 4 autour de Saint-Thirier, qui représentent une superficie d'à peu près 100 km² sur les communes de Château-Chervy, Saint-Thirier, Jumignac, Ladignac et Le Chalard, principalement. Et actuellement, il y a un projet d'extension de permis de recherche qui est en cours d'instruction, donc qui n'est pas encore accordé, qui pourrait agrandir cette zone à 370 km² environ. Donc c'est assez énorme et ça représente 11 communes, donc on est de la Mèze à Glandon, de Meuzac à Ladignac et au Chalard, donc c'est quand même tout le bassin de vie de Saint-Thirier-la-Perche qui est concerné. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à venir nous voir au niveau de l'association de StopMine, à vous rendre également sur notre site internet. Voilà, on est là pour échanger, pour discuter, et puis on continue de travailler pour éviter que des permis d'exploitation soient acceptés sur notre zone. Voilà. Voilà. Bonsoir, merci de votre accueil très chaleureux, merci du bon repas qu'on vient de faire et de cette invitation à la belle librairie. Ce soir, on a envie de garder un petit peu de temps pour discuter. Je ne vais pas faire un exposé aussi ambitieux dans toutes ces dimensions historiques que j'ai fait dans le livre. Bon, après, on peut peut-être prolonger la discussion. En tout cas, je pensais m'en tenir à des choses assez factuelles sur le fonctionnement des mines aujourd'hui, la mine industrielle, qu'est-ce que c'est que ce modèle, et d'où vient cette demande en métaux. Où vont les métaux, d'ailleurs, ceux-là même qui seront recherchés ici si le nouveau permis est accordé. Donc voilà, un éclairage qui commence évidemment par quand même, je vous dois cette réponse. Pourquoi la mine? Pourquoi il se passe tellement de choses dans ce monde? Pourquoi s'arrêter là-dessus? Moi, quand j'ai commencé cette enquête, si je l'ai commencé, c'est parce qu'il m'est apparu quelque chose, qu'on ratait quelque chose d'énorme en ayant laissé disparaître la mine de notre paysage intellectuel, de notre paysage politique, et qu'en fait, cette disparition, elle avait un sens très très important sur la manière dont on vit, la manière dont on se pense comme une société industrielle. La mine, en fait, étant un tabou, étant devenu un tabou très très important, quelque chose que cette société ne veut pas voir sur elle-même. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé cette enquête, mais finalement, cette enquête, elle est devenue une enquête sur la manière dont la mine, au cours des 10 dernières années, a réapparu dans l'espace public, sous une autre forme,
beaucoup plus acceptable en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment ce scénario s'était construit et se construit aujourd'hui même, ici même, d'une certaine manière. Après, il y a des raisons plus simples. Donc, quand je dis c'est énorme la mine, ben, en fait, la société industrielle est fondée sur la mine et vraiment sur la maîtrise des hautes températures. Récemment encore, je faisais une enquête sur une carrière qui est en fait une mine en Bretagne qui extrait de l'andalousite, un matériau réfractaire. Personne ne connaît l'andalousite, c'est complètement obscur. Mais c'est effectivement le fondement de la maîtrise des hautes températures, c'est ce genre de matériaux qui permettent d'avoir des fours qui brûlent à plus de 1000 degrés. Et notre société, elle est fondée sur le fait qu'il y ait des fours qui brûlent à plus de 1000 degrés, puisque c'est ça qui permet d'avoir de l'aluminium, de l'acier, des centrales nucléaires et toutes sortes de choses. Et puis, bon, évidemment, dans cette enquête, j'ai étudié comme la mine est aussi fondamentalement liée à l'histoire du capitalisme avant même l'industrialisation. Et ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir à aujourd'hui, l'autre raison pour laquelle il est très très important de se soucier de la mine aujourd'hui, c'est le fait qu'elle joue en fait un rôle très très important, un rôle pivot, on pourrait dire, dans la menace de franchissement des limites planétaires. C'est-à-dire qu'en fait, on pense souvent les mines comme un phénomène dont les conséquences seraient locales. Bon, il y a une mine de bauxite, les gens ne sont pas contents, il y a de la poussière, il y a des poissons qui sont morts dans la rivière d'à côté, c'est... Voilà. Alors que, par exemple, on a appris ces dernières années à penser le réchauffement climatique comme un phénomène global. On compte le CO2. Heureusement, parce qu'on s'est aperçu, on a construit des outils qui nous permettent de nous emparer de cette question. Ce que j'essaye de défendre, et je ne suis pas la seule heureusement, c'est l'idée que la mine, il faut appréhender ses conséquences de manière globale. C'est un des premiers agents aujourd'hui du réchauffement climatique. C'est plus de 10% des émissions, c'est le secteur extractif, c'est énorme. C'est aussi l'un des agents très importants de la déforestation. C'est aussi l'un des agents très importants de la raréfaction de l'eau douce. Et ça, je vais m'étendre là-dessus, puisqu'on va rentrer un petit peu dans ce sujet-là. Et c'est aussi un agent très important de l'érosion des sols. Et pour toutes ces raisons, à partir du moment où on augmente l'activité minière, on crée des effets qui sont sur la biosphère dans son ensemble à l'échelle planétaire. C'est très important de comprendre ça quand on veut se positionner sur le débat sur la question du réchauffement climatique et de la mine qui aujourd'hui est présentée comme potentiellement une solution. Alors, partons des choses assez simples. Hein. Parlons de ce que c'est qu'une mine industrielle, telle que, par exemple, moi je reviens d'un voyage de reportage au Canada, j'étais au Québec, donc j'ai vu plein de mines industrielles, j'ai vu plein de mines d'or. Donc, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que cet objet? Bon, comme vous savez déjà, il y a un système dans le monde minier, qui est le système des juniors et des majors. On a des petites sociétés, souvent inconnues, qui ne sont pas les géants du monde de la mine, qui ne sont pas les géants du secteur extractif, c'est pas Orano, c'est pas Glencore, c'est pas Rio Tinto, les grandes entreprises minières, c'est des petites sociétés qui parfois viennent de se créer, qui vont demander des permis de recherche. Et elles vont prendre en charge une partie de la recherche, elles vont surtout essayer de capter des investissements. Et une fois que les choses ont avancé, il y a des majors, donc par opposition aux juniors, qui vont se présenter pour racheter ces permis et devenir partenaires. Ça, c'est voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une dimension spéculative du risque, ce qui est très bien dans le monde minier parce que ça permet aussi d'avoir un petit côté un peu romantique.
Il y a la jeunesse, il y a la prise de risque, et puis il y a aussi le côté corporate. Donc, mais à partir du moment où la mine se fait, c'est-à-dire après la phase d'exploration, une fois qu'il y a un permis de... non plus un permis de recherche, mais un permis d'exploitation, une concession minière, là, on entre dans un tout autre domaine qui est créer une mine. Mais qu'est-ce que c'est une mine aujourd'hui? Alors, ce que vous avez devant les yeux, par exemple, on dit souvent c'est ça une mine. Donc ça, c'est une mine à ciel ouvert, c'est-à-dire le modèle qui s'est imposé depuis, qui existe depuis le début du XXe siècle, mais qui s'est vraiment imposé après les années 60. Et le système de la mine à ciel ouvert, c'est une manière de se débarrasser des mineurs. Finalement, c'est ça. C'est-à-dire, depuis l'Antiquité, le problème des mines, c'est qu'il y a plein de gens qui travaillent au même endroit, à faire un travail très dur. Il faut la payer. Le travail est très difficile, il y a des accidents et ces gens réclament leurs droits et parfois arrivent à mener des luttes qui ont été à la base des systèmes sociaux de grande envergure, des États à l'après-guerre. Donc cette masse de personnes fait une grande différence. Le système de la mine à ciel ouvert, c'est un système qui permet de disperser cette masse de travailleurs en la remplaçant par des capitaux et de la technologie. Donc une très très forte automatisation, comme vous le voyez ici. On ne voit pas beaucoup de mineurs sur cette photo, qui, pour les gens qui sont derrière, qui montre une très grande fosse minière dans une mine de cuivre au sud de l'Espagne, en Andalousie, qui fait l'objet d'une promenade touristique au début de l'ouvrage. Voilà. Atalaya Mining, on est à Rio Tinto, dans un des plus grands bassins miniers européens. Et donc, le système de la mine à ciel ouvert permet de se débarrasser des gens au prix du gigantisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des galeries où des gens vont travailler en étant très très nombreux, on creuse un énorme trou et on sort la matière et on trie assez peu. Et une grande partie des pollutions minières, les problèmes, les impacts environnementaux de la mine, c'est lié au fait qu'on trie très peu. Donc on prend une grande masse de roches dont on va d'abord se débarrasser. Parce qu'on va devoir enlever tout un tas de roches qui nous empêchent d'arriver au gisement. Ces roches-là, dont on essaye de se débarrasser, ça s'appelle les stériles. C'est stérile du point de vue de l'exploitant. Ça ne rapportera rien, donc on dégage. Quand il y avait des gens qui travaillaient dans les galeries, dans les mines souterraines, qui étaient le modèle dominant avant, on n'enlevait pas les stériles. C'était les galeries. Voilà. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est les stériles miniers. Vous voyez que ça prend beaucoup de place, puisque finalement, un touriste innocent se promenant dans ce paysage d'Amérique du Sud se dirait quelle magnifique montagne aux formes un peu géométriques, c'est surprenant. Donc ces déchets-là, les stériles miniers, ça peut s'étendre sur des kilomètres carrés. Et ils ne sont pas particulièrement stériles. Ils peuvent au contraire générer des effets. Par exemple, si le gisement et la roche contient des sulfures, du soufre, ça va réagir avec l'eau, avec l'air, et générer de l'acide sulfurique. C'est une des pollutions minières les plus redoutables, parce que c'est un phénomène irréversible. Et donc, si c'est ce type de gisement et de roches acidogènes dont il est question, ce qui est assez fréquent, la pluie qui tombe sur ces déchets miniers, sur les stériles, va créer de l'acide sulfurique. Ça va être très compliqué, il va falloir collecter les eaux au pied de ces montagnes artificielles pour les traiter, par exemple avec de la chaux, pour enlever l'acidité. Et cet acide sulfurique généré naturellement parce qu'on a mis au jour les roches, charrie des contaminants métalliques, puisqu'il fait réagir ce qu'il y a dans la roche, et donc, tchac, 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 ça amène des concentrations de zinc, ça amène des concentrations de métaux qui vont poser problème en ruisselant. Donc ça, c'est un type de déchet, c'est le début, là, on n'est pas vraiment dans la mine, là, enfin, on est dans la mine, mais on commence, quoi, on enlève. Et puis,
Ensuite, on arrive au gisement. Et là aussi, le principe que je vous explique, c'est on trie pas. On trie assez peu dans la mine industrielle. Alors, je reviens en arrière. Alors, ça, je vous montrerai après. C'est pas dans l'ordre, hein, les slides, mais de toute façon, vous ne les voyez pas, donc c'est pas grave. Alors ça, c'est un schéma qui a été fait. Je vais l'expliquer parce que là, vous n'avez aucune chance de le voir. C'est un schéma qui a été fait par le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui explique, à mon avis, assez bien comment ça fonctionne une mine industrielle. Donc, au début, on nous dit, on creuse un grand trou et on va extraire dans cette grande mine de cuivre. L'exemple là, c'est une grande mine de cuivre. On creuse un grand trou et on extrait 270 000 tonnes de roches par jour. 270 000 tonnes de roches par jour. Sur ces 270 000 tonnes, il y a des stériles. Ça forme les montagnes artificielles que je vous ai montrées. Alors par exemple ici, 180 000 tonnes de stériles. Vous voyez qu'on a vite des montagnes si c'est 180 000 tonnes par jour. Ensuite, ce qui reste, donc 90 000 tonnes par jour, c'est le minerai. Et le minerai, on l'envoie où? On l'envoie au traitement, puisqu'il va falloir le concentrer. Le jeu de la mine industrielle, c'est on a du minerai, maintenant on le concentre. Il faut arriver à des concentrés de cuivre qui vont faire 30% de cuivre. Première étape avant d'arriver à envoyer le cuivre à la fonderie. Donc, pour concentrer ce cuivre, ça pourrait être de l'or, hein, ce serait à peu près la même chose. Comment ça fonctionne? Une usine de traitement qui va être construite à côté de la mine. Quand on dit une mine, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est un site minier. Et le site minier, c'est beaucoup plus grand que juste le grand trou, la grande fosse. Le site minier, c'est ces montagnes de stériles que je vous ai montrées, c'est aussi le ou les grands trous, mais c'est aussi une usine, ou parfois 2 ou 3. Dans cette usine qu'on appelle l'usine de traitement, on concentre le minerai, et donc comment on fait? On va utiliser plusieurs étapes qui parfois sont vraiment nombreuses et complexes, mais en gros, d'abord on va broyer la roche très 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 finement, donc concasser, broyer, pour avoir quelque chose de l'ordre comme une farine, quelque chose de cet ordre-là, en taille. Donc la roche devient farine. Pourquoi? Pour pouvoir réagir avec les produits chimiques qu'on va utiliser pour récupérer certains métaux. Et alors là, c'est le cuivre. Et pour récupérer ces métaux avec les produits chimiques, on a besoin d'eau. Dans cet exemple, pour traiter les 90 000 tonnes par jour, on va utiliser 114 000 mètres cubes d'eau par jour. Sachant que... C'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Hein, mais alors pour une mine d'or, la consommation d'eau, c'est 4 millions de mètres cubes par an. En fait, c'est l'équivalent en habitants d'une ville de 76 000 habitants en France. Ça, c'est la consommation d'eau d'une mine d'or. Non, par an. Mais en gros, c'est la consommation de 76 000 habitants. Donc, que ce soit par jour ou par an. Ça, c'est les mines d'or. Ma source, c'est Systex. Donc, ils ont fait une étude comparative. On a utilisé beaucoup d'eau pour traiter le minerai. On l'a traité avec des moyens qui peuvent s'appeler d'abord la flottation. On va flotter le minerai, on va faire tomber des atomes de certains métaux. On va utiliser encore d'autres produits chimiques pour, au contraire, collecter en surface d'autres. C'est des procédés assez complexes. Il y a des cuves et des cuves et des cuves remplies de produits chimiques. Et après, par exemple, dans le cas de l'or, on va utiliser un système qui s'appelle la lixiviation. Lixiviation, ça veut dire on va dissoudre les substances minérales qui nous intéressent. Et pour les dissoudre, plus les métaux qu'on recherche sont résistants, durs, connus pour leur solidité, leur résistance, plus les produits qu'on va utiliser vont être
costaud, quoi, on peut dire. Et donc, par exemple, le cas de l'or, c'est qu'on utilise du cyanure. Chaque année, des centaines de tonnes de cyanure qui vont permettre de dissoudre et de créer une solution chargée d'or qu'on va pouvoir récupérer. Ça peut se faire de différentes manières, ça peut se faire, cette lixiviation, ça peut se faire à l'intérieur de l'usine de traitement, ça peut aussi se faire en plein air, de plus en plus pour des raisons d'économie. Ça se fait en tas, lixiviation en tas, c'est où vous avez une montagne de minerais, sont aspergés de cyanure. Et il y a des bassins de collectage en bas, donc on récupère la solution. Évidemment, ça peut poser des problèmes de pollution que vous imaginez fort bien. Alors, dans notre mine de cuivre modèle, on a, donc je vous rappelle, sorti 270 000 tonnes par jour de roche. On en a jeté une bonne partie. Et puis, on a créé d'autres déchets en traitant dans l'usine ou pas dans l'usine ce minerai. Et ces déchets-là, ils sont plutôt boueux. On les appelle des résidus miniers. Alors, les résidus miniers, c'est encore une histoire. Là, vous voyez, dans cette mine, on en a 200 000 tonnes par jour. Donc ça, 200 000 tonnes par jour de boue, c'est pas n'importe quelle boue. C'est des boues toxiques qui contiennent des métaux ou des métalloïdes qui étaient naturellement présents dans le gisement. Par exemple, si c'était une mine d'or, il y a de fortes chances que vous ayez avec de l'arsenic. Donc vous avez ça dans votre boue. Vous avez des concentrations importantes, je ne sais pas, ça peut être du plomb, ça peut être du zinc, ça peut être toutes sortes de métaux plus ou moins toxiques. Et vous avez aussi les produits chimiques qui ont été utilisés, une partie recyclée et récupérée, mais pas tout. Donc, par exemple, dans le cas des mines d'or, les résidus, c'est une solution de cyanure, une solution cyanurée. Donc, c'est un problème, parce qu'il faut gérer ces boues et qu'il faut faire en sorte qu'elles soient stockées et garanties éternellement. Le stockage... il n'y a pas un moment où on va pouvoir libérer ces boues, quoi. Elles sont stockées dans des bassins de résidus. En gros, on peut remplir une vallée. Vous voyez, 200 000 tonnes de résidus par jour, vous remplissez une vallée, ou plusieurs vallées. Et voilà, l'UNEP explique, stocké dans de grands bassins pendant plus de 20 ans, laissé sur le site après la fermeture de la mine. Et donc là, on aurait 200 000 tonnes par jour. Alors, j'en reviens à... J'étais très émue en voyant cette image parce qu'en fait, j'y suis allée. C'était la première fois que j'allais sur le site d'une mine industrielle. C'est au Suriname et cette mine s'appelle Rosebel. Et c'est une mine d'or exploitée par une multinationale qui s'appelle IAMGOLD, en pleine forêt amazonienne. Ce que vous voyez là, c'est la destruction de la biodiversité la plus précieuse, absolument connue. Le Suriname est un petit pays au nord de la Guyane française, en Amazonie. Donc ça, c'est pas un joli lac sur lequel on fait du bateau. C'est les résidus de cette mine d'or. Et donc c'est ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire c'est des boues cyanurées contenant des métaux toxiques. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un barrage, c'est une digue. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et vous voyez, c'est très très grand, en fait. Parce que ça, c'est un arbre. Et donc, la digue, elle fait des dizaines de mètres de haut. Le problème de ces digues de résidus miniers, c'est qu'à un moment donné, elles rompent. Et là, vous avez des très très graves pollutions puisque les boues déferlent dans les réseaux hydrographiques sur des dizaines ou des centaines de kilomètres en fonction de la taille. Et l'autre problème, c'est que en fait, si ça n'arrive pas pendant les 20 ans d'exploitation de la mine, ça peut tout à fait arriver dans le siècle qui va suivre. Par exemple, il arrive que en surface, les digues de résidus commencent à s'assécher.
Mais à l'intérieur, comme c'est un matériau très 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 fin, je vous ai parlé de farine, donc c'est vraiment particulier comme matériau, c'est pas du tout de la terre. Il y a un phénomène qui s'appelle la liquéfaction instantanée, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement sur la surface, ça peut déstabiliser l'ensemble et liquéfier l'ensemble. Et c'est ça qui s'est passé au cours de l'une des catastrophes où un bassin comme ça s'est vidé au Brésil, la catastrophe du Minas Gerais en 2015. Il y a eu des mouvements et des engins de chantier sur la surface qui ont remis l'ensemble en mouvement, alors que c'était un bassin de résidus qui n'était plus utilisé. Moi, j'étais au Canada et je discutais avec un des plus grands spécialistes, j'étais très heureuse de le rencontrer, de la stabilité des digues de résidus miniers. Et il m'expliquait que, en fait, d'un point de vue au niveau des calculs de statistiques de chances de rupture, selon ces modèles, il y a 100% de chances qu'une digue de résidus rompe. La question c'est quand? Mais on sait que ça va rompre. Mais vous imaginez bien que le système est fait de telle manière que voilà, ça rompe plutôt quand l'entreprise minière est partie, etc. C'est souvent ce qui se passe. Ça, c'est une rupture de digue de résidus qui s'est produite au Canada en 2014, en Colombie-Britannique, la catastrophe du Mont Pelée. Et donc, les résidus miniers sont allés dans le Grand Lac en aval et ont rendu l'eau polluée pour une sorte d'éternité. Hein, c'est très très grave pollution. Je vous le montre parce que, j'ai choisi aussi cette image parce que on pourrait penser qu'en fait il y a beaucoup plus de catastrophes comme ça dans les pays les plus pauvres. Et moi, ce que je constate dans ce travail, c'est qu'en fait, le système d'exploitation d'une mine industrielle, il peut être plus ou moins soigné. Il peut y avoir plus ou moins de réglementation, plus ou moins de contrôle. Mais sa nature ne change pas, au sens où, de toute façon, il faut stocker, par exemple, 200 000 tonnes de résidus par jour. Il faut les stocker, que vous soyez aux États-Unis ou en Équateur. Donc ça va poser le même type de problème. Et donc là, en Colombie-Britannique, sur ces terres et ces lacs qui se trouvent être des populations, je crois que c'est les, je ne sais plus si c'est les Cris, ou en tout cas c'est les Premières Nations qui possèdent ces terres et qui ont vu leur lac être complètement détruit par ces digues de résidus qui se sont rompues. Et l'autre problème, c'est que le stockage de ces déchets miniers est de plus en plus difficile à cause du chaos climatique, à cause des précipitations qui sont de plus en plus intenses et en fait qui rendent, plus il y a de précipitations, vous imaginez, fortes et brusques, plus la stabilité de la chose pose problème. Or, les digues de résidus sont souvent déjà instables à la base puisqu'elles ne sont pas construites comme des barrages hydraulique où on aurait des ingénieurs qui auraient travaillé sur l'ensemble depuis le début en disant bon, notre barrage ça va être ça, de toute façon on va le surveiller pendant des siècles. Là c'est incrémental, ça veut dire on rehausse régulièrement. Donc c'est beaucoup plus fragile qu'un barrage hydraulique. Et c'est pour ça qu'il y a des ruptures de digues. C'est pas forcément parce que les entreprises minières sont méchantes, c'est parce que c'est construit de cette manière-là. Alors, je vous parlais du Canada. Je suis allée là il y a un mois. J'étais dans cette petite ville qui s'appelle Malartic. On est au nord du Québec. Et alors, pour les personnes lointaines, on voit un joli petit village et puis un talus. Et de l'autre côté du joli petit village, il y a une fosse minière. Ça, c'est une mine d'or qui a ouvert en 2009. Au nord du Québec, dans un endroit où il y a de toute façon une quantité de mines d'or absolument invraisemblable. C'est une province qui s'appelle, une région qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue.
Et cette fosse n'est pas du tout visible entièrement sur cette photo, puisqu'elle fait à peu près 3 km². Je ne sais pas si vous vous représentez un trou dans lequel on peut mettre plusieurs fois la tour Eiffel en hauteur, qui fait 3 km². Donc, là où se trouve aujourd'hui la fosse, il y avait la même chose que de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a 200 maisons qui ont été dégagées pour construire cette mine. Alors, moi, personnellement, je pense que ce genre de choses a peu de chances de se produire en France, dans le Limousin, dans les prochaines années. Cet exemple, pour moi, il est emblématique vraiment d'un territoire où les entreprises minières ont une emprise qui est très très importante. Cette emprise, elle s'est construite au fil des décennies et maintenant, ça permet ça. C'est-à-dire une entreprise minière qui là est quand même connue, c'est documenté que c'est l'une des entreprises qui commet le plus d'infractions environnementales de toutes les mines au Québec. C'est énorme, il y a vraiment beaucoup de mines. Et il ne se passe rien, enfin ça continue. Et donc vous voyez, cette mine produit quelques milliers de tonnes d'or par an. Et là, je vous ai mis l'autre photo, je vais revenir au début. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce que vous voyez quand je vous montre une fosse comme ça, qui fait la taille d'un village, c'est juste le petit trou du milieu de cette photo. C'est-à-dire que cette très intelligente illustration représente l'emprise au sol d'une mine de cuivre. Et ce qu'elle montre, c'est les différentes installations qu'il y a sur un site minier. Et donc, vous voyez, vous avez une grande fosse au centre, et ce qui semblait immense, 3 km² dans le cas de la mine d'or de Malartic au nord du Québec, n'est en réalité qu'un tout petit bout du site minier, dont le reste, si vous avez suivi, vous saurez que maintenant c'est constitué de stériles miniers, de digues de résidus, qui sont ceux qu'on voit là avec des petites taches bleues, parce qu'il y a de l'eau en surface, et d'autres produits. Digues de résidus aussi sur la droite. Et donc, le coup de génie d'Elon Musk, c'est de montrer la quantité de cuivre qui, dans toute l'histoire de cette mine de cuivre, a été produite avec cette emprise au sol. C'est la petite boule que l'on voit sur le côté gauche. Alors, si jamais on s'amusait à faire la même illustration avec une mine d'or, on aurait une boule 10 fois plus petite. Je ne suis pas très forte en maths, mais je vais vous donner les teneurs moyennes. Aujourd'hui, dans le minerai d'une mine de cuivre, en moyenne, on peut avoir 0,4%, 0,5% de cuivre. Pas dans les stériles, hein. Dans les stériles, il n'y a rien. On a dégagé tout ça. Mais dans le minerai. C'est ça qu'on va récupérer dans l'usine de traitement. Mais dans une mine d'or, c'est plutôt de l'ordre de 1 gramme par tonne de roche. Donc, si vous êtes bon en maths, ou bonne en maths, vous pouvez calculer la taille de la petite boule. Pour que vous compreniez qu'en fait, ça, c'est un élément déterminant dans les impacts, ce que crée l'industrie minière aujourd'hui. La teneur en métaux dans les gisements. C'est déterminant parce que non seulement elle est devenue très 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 faible, parce qu'au 19e siècle, il y avait des ruées vers l'or, les gens trouvaient des pépites dans les rivières et tout ça, mais ça c'est fini. Maintenant, c'est de l'or en sulfure dans les gisements à l'échelle atomique qu'il faut reconstituer. C'est complètement un autre modèle. Et l'autre élément qui est déterminant, c'est que ces concentrations en métaux, elles baissent sans arrêt. Et ça va très vite. Plus on fait des mines de cuivre, plus on arrive vite aux 0,1% de cuivre dans les gisements, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt vers 0,4%. Donc, on est absolument sûr, à moins d'un événement totalement inopiné,
que les mines de dans 10 ans seront plus polluantes que les mines d'aujourd'hui. Pour cette raison, on va extraire plus, on va utiliser plus d'eau, plus d'énergie. Bon, c'est logique. Alors, j'avais commencé à vous donner des chiffres pour l'or. Où en sommes-nous aujourd'hui, par exemple, toujours selon les chiffres de l'association Systext, qui est une association donc, de géologues miniers et d'ingénieurs qui crée plein de documents pour comprendre l'enjeu, les impacts miniers, et avec qui j'ai eu la chance de faire des voyages de découverte des différents sites miniers. Une mine d'or aujourd'hui, en termes d'utilisation d'eau, ce serait l'équivalent d'une ville de 76 000 personnes. Donc ça, c'est à peu près 2 fois Brive, enfin un peu moins que 2 fois Brive. Et en électricité, ce serait l'équivalent d'une ville de 70 000 personnes à l'année. Voilà, consommation électrique d'une mine d'or. Il y a aussi des chiffres sur les émissions de CO2, etc.